Les Russes sont punis pour une guerre qu'ils n'ont jamais demandée. Vladimir Poutine a commis une erreur catastrophique. Il croyait financer sa guerre en Ukraine seulement grâce au pétrole et au gaz. 3 ans et des centaines de milliards de dollars plus tard, le robinet d'or est vide. La Russie est à court d'argent, car la guerre épuise les finances du pays plus vite que Moscou ne peut les renflouer. Le Kremlin utilise désormais une nouvelle arme brutale, non contre Kiev mais contre ses propres citoyens. Le résultat ? Une onde de choc financière qui a transformé les portefeuilles russes en nouvelles lignes de front. Ce dont nous allons parler pourrait bien rester comme l'un des cas d'autodestruction les plus catastrophiques de cette guerre. Commençons par le début. Toute cette crise vient d'une réalité simple et brutale. La Russie manque d'argent en ce moment. Actuellement, des milliards de dollars sont perdus chaque mois à cause des chars, roquettes et salaires des soldats. Ce que Poutine pensait être une invasion rapide est devenu l'une des campagnes militaires les plus coûteuses de l'histoire moderne. Cela commence à se ressentir là où c'est le plus douloureux, l'économie. Pendant des années, la Russie vivait grâce à son empire pétrolier et gazier. Ses exportations ont financé tout. Des routes, des écoles, des hôpitaux, des retraites et même les promesses politiques sans fin. Le système fonctionnait tant que l'énergie était chère. Mais ensuite, Poutine a refusé de coopérer. Et maintenant, ce robinet d'or est en train de se tarir. Depuis que les sanctions se sont installées au Kremlin comme un invité non désiré, les revenus pétroliers de la Russie ont chuté de près d'un tiers, réduisant drastiquement le financement du pays. L'Europe, jadis principal client de Moscou, a presque arrêté d'acheter du jour au lendemain. La Russie doit maintenant vendre son pétrole brut à la Chine et à l'Inde avec de fortes remises, parfois 30 à 40 dollars sous les prix mondiaux, juste pour maintenir sa trésorerie. Tout cela signifie que la Russie n'a tout simplement plus autant d'argent à disposition qu'il y a quelques années. Pire encore, ces nouveaux moyens de survie commencent à ressembler à une laisse. Moscou, dépendant de Pékin pour vendre pétrole et gaz, perd le contrôle. La Chine décide des remises, des itinéraires et de la devise de paiement. Ce qui était autrefois un empire énergétique fier devient discrètement un simple fournisseur selon les conditions de Pékin. Et pourtant, face à un marché limité, la Russie continue de vendre à la Chine, à l'Inde et à tous ceux qui accepteront de prendre leur pétrole, quel que soit le prix qu'ils sont prêts à payer. C'est un peu triste, vraiment. Tout cela, c'est comme regarder votre tante riche mettre peu à peu tous ses bijoux au clou. Le pétrole se vend toujours, mais les profits ont diminué. C'est une lente hémorragie. Les oléoducs rapportent moins, mais la guerre exige toujours plus. Le budget de la défense russe atteint un niveau inédit depuis la chute de l'Union soviétique et continue d'augmenter. Rien que l'année dernière, il a atteint près de 13 000 milliards de roubles, soit environ 146 milliards de dollars. Cela représentait près d'un tiers des dépenses publiques. Moscou consacre plus à l'armée qu'à la santé, l'éducation et les services sociaux réunis. C'est un fait incroyable. Essentiellement, chaque missile qui survole l'Ukraine creuse un trou dans les finances du pays. Comme prévu de la Russie, le Kremlin tente de combler ces lacunes avec assurance. Les responsables se vantent que l'économie est stable et que la Russie s'est adaptée. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Le rouble a perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'invasion. L'inflation dépasse les 8%, tandis que les salaires réels ne suivent pas. Même le pain, le sucre et les œufs coûtent aujourd'hui 20 à 30% de plus qu'avant la guerre. Plus on quitte Moscou, plus la situation se dégrade. Pour le russe moyen, cela se traduit par un quotidien difficile où chaque salaire permet d'acheter moins. Avec le temps, la nourriture et les charges représentent une part croissante du revenu. Les réparations de voitures ou les médicaments sont maintenant des luxes. La douleur n'était ni spectaculaire ni soudaine, elle est silencieuse, constante et omniprésente. Les gens le sentent en faisant le plein, les courses ou en voyant leurs économies fondre. Il est douloureux de vivre en Russie aujourd'hui. Mais tous les Russes ne le vivent pas pareil. À Moscou et Saint-Pétersbourg, la vie paraît toujours normale. Les cafés sont pleins, les boutiques de luxe ouvertes, et les salaires augmentés par des subventions étatiques pour maintenir le calme dans la capitale. Mais dès qu'on sort des grandes villes, l'illusion s'effondre. À Bariatsia, au Daghestan, et à Kimarova, les salaires suffisent à peine pour la nourriture et le carburant. Ce fossé, appelé les deux Russies, est l'une des conséquences les plus dangereuses de cette crise. Le Kremlin soigne les villes pour afficher sa puissance, tandis que les régions subissent les conséquences de la guerre, des impôts et de la conscription. Mais malgré ce signal d'alarme flagrant et la souffrance du peuple, Moscou continue de dépenser comme un pays en paix avec ses finances. Des milliards sont dépensés pour les contrats militaires, les compensations de guerre et la reconstruction des territoires russes.
La guerre engloutit l'argent plus vite que le pays ne peut en gagner. Fin 2024. Le déficit budgétaire russe dépassait déjà 19 000 milliards de roubles. Le déficit s'aggrave. Cette année, il atteint environ 57 000 milliards de roubles, soit 70 milliards de dollars. Cela équivaut à 26% du produit intérieur brut. Moscou a utilisé une comptabilité créative pour cacher le déficit financier. Une grande partie des dépenses militaires est maintenant cachée dans des budgets flous sous des intitulés comme projets nationaux ou initiatives d'infrastructures. Les fonds pour les missiles sont comptés comme aide à la construction. Sur le papier, le déficit paraît moindre, mais en réalité, c'est un jeu de dupes. Même au ministère des Finances, on sait que les chiffres ne tiennent plus. Mais l'objectif, ce n'est pas la précision, c'est la survie. Alors, le pétrole ne pouvant plus payer les factures, la prochaine décision du Kremlin était inévitable. Il s'est tourné vers le peuple. La nouvelle stratégie de Moscou est d'une brutalité simple, sans réduire les dépenses. Si l'économie ne rapporte pas assez, il suffit de prendre davantage à ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est à ce moment que les hausses d'impôts ont débuté. D'abord avec des changements apparemment inoffensifs. Les responsables ils ont parlé d'ajustement budgétaire, c'était en fait prendre plus d'argent. L'impôt sur les sociétés est passé de 20 à 25%, la première augmentation majeure en plus de 10 ans. Le gouvernement a qualifié cet acte de patriotique et a appelé les grandes entreprises à soutenir l'opération militaire spéciale. En Russie, les grandes entreprises désignent surtout Gazprom, Rosneft et d'autres géants publics, qui semblent toujours s'en sortir. En quelques semaines, beaucoup ont discrètement obtenu des exemptions, prolongations ou astuces pour atténuer le choc. La charge a pesé sur les petits, cafés familiaux, ateliers de réparation, entreprises de livraison. Impossible de faire du lobbying ou de dissimuler leurs profits. Ils ont payé et en ont subi les conséquences. Mi-2024, les gouverneurs régionaux ont augmenté taxes foncières, frais sur véhicules et ajouté de nouveaux frais cachés aux factures de services publics. Les prix de l'électricité et du gaz ont encore augmenté, censés rapporter 160 milliards de roubles d'ici 2032 via des réformes d'équité. Ce plan a renforcé les normes pour l'électricité bon marché, abaissant les plafonds de ménages très élevés à 220 kWh par mois, en supprimant les réductions pour les personnes vulnérables. La plupart des familles y voyaient un vol plutôt qu'un acte patriotique. Les grandes entreprises non étatiques ont discrètement trouvé un autre moyen de saigner, en passant par la porte de derrière. Lorsque le Kremlin a instauré sa taxe sur les profits exceptionnels, les oligarques ont juste déplacé leurs bénéfices, sans protester. Des dizaines d'entreprises russes se sont discrètement réenregistrées dans des juridictions plus accueillantes, comme Dubaï, l'Arménie et le Kazakhstan. C'était légal mais aussi très révélateur. Même les géants liés à l'État transfèrent la propriété via des prête-noms pour éviter les saisies fiscales. Pour tous les autres, cependant, il n'y avait pas cette chance. Partout en Russie, la vie quotidienne devenait plus chère à mesure que l'État augmentait les impôts pour financer l'effort de guerre. Les factures d'électricité ont grimpé de 12 à 15% dans de nombreuses régions, surtout en hiver. Les prix de l'essence ont augmenté, bien que la Russie vendait son pétrole à l'étranger à prix réduit. Ces hausses résultaient de l'augmentation des taxes d'accise, de la baisse des subventions et des coûts logistiques, et non du marché mondial. Début 2024, les conséquences étaient indéniables. L'indice des petites entreprises en Russie a atteint son niveau le plus bas en 2 ans, près de la moitié signalant des pertes. Les ventes au détail ont chuté de 8%, effaçant des milliards de l'économie. Les fermetures d'entreprises ont atteint un niveau record en 5 ans, et les banques ont rejeté 4 demandes de prêt sur 5. Les soi-disant surtaxes de guerre temporaires sont discrètement devenues permanentes. Même les chauffeurs de taxi, le cœur battant de chaque ville russe, ressentaient la pression, pris en étau entre la hausse des prix du carburant et les nouveaux frais de licence. La guerre ne drainait pas seulement l'argent, elle transformait toute l'économie. La reconfiguration nous mène à une autre astuce de Poutine. Le soi-disant dividende de la guerre. Le mot dividende suggère une récompense aux gens pour leur sacrifice, non? Eh bien, en réalité, c'est juste une autre façon de prendre de l'argent à des gens qui n'ont jamais choisi de participer à ce combat. Voici comment cela fonctionne. Le gouvernement pousse banques d'État et fonds de pension à acheter ses obligations de guerre, qui ne sont pas des investissements classiques. Ils rapportent peu, sont risqués et liés au coût de la guerre. Sur le papier, le pays semble uni. En réalité, c'est simplement le Kremlin qui siphonne discrètement de l'argent dans tous les recoins du système. Et le pire, c'est que les gens n'ont pas le choix. Leurs économies sont redirigées automatiquement. Non pas parce qu'ils croient en la guerre, mais parce que le système ne leur laisse aucune échappatoire. C'est présenté comme du patriotisme. Mais en réalité, ce n'est que de la pression. L'État obtient l'argent dont il a besoin, et les Russes ordinaires se retrouvent à payer la facture. Aucun dividende ne les attend.
seulement plus de pression, moins de sécurité, et un avenir lié à une guerre toujours plus exigeante. Mais ce n'est que la partie visible de la pression. L'autre, plus risquée, se cache à l'intérieur des banques du pays. Le système financier russe est devenu le pilier du gouvernement. Les banques d'État comme Sberbank et VTB sont devenues des tirelires pour le déficit du Kremlin. Elles achètent massivement des obligations d'État, obligations fédérales de la Fédération de Russie, car personne d'autre ne le fait. Autrefois sûres, ces obligations sont désormais le dernier recours d'un gouvernement en manque de fonds. Plus l'État emprunte, plus il évince le privé. Les petites entreprises cherchant des prêts pour croître ou survivre trouvent les caisses vides. Comme chaque rouble est consacré à l'effort de guerre, le système fonctionne pour l'instant, mais engendre un cycle dangereux. Si l'inflation augmente ou si le rouble chute, ces obligations baisseront vite. Cela toucherait durement les principales banques russes, ainsi que l'épargne de millions de citoyens. Le Kremlin a en réalité transféré sa crise budgétaire au système bancaire. Ce n'est plus juste taxer les citoyens, mais manipuler leurs dépôts. Pourtant, Moscou vend encore le rêve d'une nation prospère. Allumez la télévision d'État, et vous verrez toujours les mêmes publicités de nouvelles usines et territoires occupés. Des machines brillantes, des ouvriers souriants. Tout annonce emploi, contrat et le retour de la richesse au pays. Le message est clair. Sacrifiez-vous aujourd'hui pour prospérer demain. Cela paraît presque inspirant. Cela vise à faire accepter impôts, dividendes et argent volé sous couvert de patriotisme. Mais quand on regarde vraiment les chiffres, cet espoir commence à ressembler à un mensonge. Sur les 12 000 milliards de roubles prévus pour la reconstruction du Donbass en 2024, à peine une fraction a réellement atteint un chantier. Le reste a disparu dans des entreprises de logistique liées au Kremlin. Des factures gonflées pour du gravier qui n'a jamais quitté la gare de triage et des salaires pour des contremaîtres qui n'existent pas. Un appel d'offres de Méropole révélait qu'un kilomètre de route coûtait 42 millions de roubles, soit 3 fois plus qu'en Crimée avant la guerre. Chaque rouble mis dans ces projets fantômes manque aux besoins réels du pays. Des maternités en ruine à Riagen aux machines de dialyse précaires à Perm, ce sont les Russes ordinaires qui paient. Les nouveaux impôts, les frais sans fin, la hausse des coûts des services publics, rien de tout cela ne construit un avenir meilleur. Tout cela crée un mirage. Maintenant les gens prisonniers d'un espoir de récompense qui n'arrivera jamais. Voilà le vrai danger. L'espoir peut être puissant, mais en Russie en ce moment, il est utilisé comme une arme. Il maintient les gens patients. Pour un retour qui n'existe pas pendant que le gouvernement continue de vider leurs poches. Chaque soir, la télévision montre le progrès. Mais derrière, il y a des classes vides, des hôpitaux fermés et des poutres rouillées, révélant la réalité. La vérité est simple. La guerre utilise le peuple russe, non pour lui, mais pour l'État. Ce dividende promis à tous n'est pas une récompense, mais une taxe sur l'espoir, que les Russes paient avec des intérêts. La situation empire, les services publics flanchent et les coûts de santé grimpent. Les cliniques privées continuent d'augmenter leurs tarifs, tandis que les hôpitaux signalent des pénuries, même des fournitures les plus élémentaires comme les bandages et les antibiotiques. Les retraités divisent leurs comprimés pour prolonger leurs prescriptions. Même les soldats lançant les missiles subissent une pression inattendue par le Kremlin. Même l'élite ressent la pression. Les primes de combat et divisions aéroportées ont été discrètement réduites, et les officiers sont de plus en plus pressés de verser volontairement une part de leur salaire aux dépenses de guerre. Tout le monde sait que ce n'est pas vraiment facultatif. Si vous refusez, les promotions cessent soudainement d'arriver. Dans la marine, certains marins revenant de patrouille ont vu leurs indemnités de permission à terre réduites de moitié, et certains publient des photos de repas maigres, qui en disent-ils en plus que n'importe quelle plainte. Ces frustrations ne viennent pas de pacifistes ou de manifestants, elles viennent des personnes même dont le Kremlin dépend pour faire avancer la guerre. C'est ce qui le rend dangereux. Même si le budget de la défense augmente, l'argent va surtout aux obus et au matériel, pas au bien-être de ceux qui les utilisent. Pire encore, l'argent qui va dans l'industrie de la défense alimente souvent l'inflation même qu'il est censé combattre. Quand les contrats sont attribués sans contrôle, les prix flambent. Les usines qui produisaient des machines civiles fabriquent désormais du matériel militaire, 3 fois plus cher, facturant chaque vis et circuit à l'État. L'inflation n'est pas due qu'à la rareté, elle fait partie du système. Le gouvernement paie trop aux sous-traitants, puis augmente les impôts pour couvrir ses dépenses, ce qui accroît encore les coûts. C'est un cercle vicieux de gaspillage qui s'auto-entretient. En théorie, ces dépenses gardent l'économie soi-disant active. C'est comme faire tourner un moteur brûlant sa propre huile.
Le complexe militaro-industriel devient un parasite, se nourrissant des fonds publics et recrachant des prix plus élevés pour tout le monde. C'est pourquoi l'inflation en Russie reste élevée, malgré les actions de la Banque centrale. L'économie imprime toujours de l'argent pour se poursuivre elle-même. Ensuite, nous avons un autre problème majeur qui découle de la détérioration des conditions de vie en Russie, la fuite des cerveaux. Plus de 10 000 jeunes professionnels, dont des ingénieurs, des médecins et des programmeurs, ont fait leurs valises et sont partis, cherchant un avenir ailleurs. Parallèlement, des centaines de milliers d'hommes en âge de travailler ont été enrôlés ou ont fui. Le résultat, c'est que les usines manquent de soudeurs, les fermes ne trouvent pas de main-d'œuvre et les entreprises de transport routier sont désespérées de trouver des chauffeurs. À mesure que la productivité baisse, les prix augmentent et le cycle de difficulté se poursuit. Cette pénurie de main-d'œuvre n'a fait qu'aggraver l'inflation que Moscou prétend combattre. Cette pénurie n'est pas qu'économique, elle transforme aussi le tissu social du pays. Avec des centaines de milliers d'hommes en âge de travailler partis, les femmes ont pris les rôles qui maintenaient autrefois l'économie stable. Elles dirigent des fermes, des ateliers de réparation et même des flottes de transport, autrefois entièrement composées d'hommes. C'est une révolution silencieuse née de la nécessité, mais elle a un prix. Le fardeau du travail, de la garde des enfants et de la gestion du foyer pèse plus lourdement que jamais sur les femmes, surtout dans les petites villes où les systèmes de soutien sont rares. La pression démographique est déjà visible. La natalité baisse, les soins de santé coûtent plus cher, et certaines régions vieillissent plus vite qu'avant. Moins de jeunes, donc moins de contribuables, et la base fiscale de l'État diminue alors qu'elle devrait croître. La guerre a lieu ailleurs, mais ses effets démographiques se ressentent ici. Pour ceux qui restent, la vie se complique, car Poutine continue de leur prendre tout l'argent possible. Les petits entrepreneurs subissent le plus fort avec de nouveaux impôts, taxes locales et contributions obligatoires. Diriger une entreprise en Russie aujourd'hui, c'est comme essayer de sprinter en montée avec un sac à dos rempli de pierres. Quand les gens ont moins à dépenser, tout le système commence à suffoquer. Chaque nouvelle taxe ou redevance retire un peu plus d'oxygène à l'économie. Les consommateurs réduisent leurs dépenses, les magasins vendent moins, la production baisse et des licenciements suivent. Des salaires plus bas signifient moins de recettes fiscales, ce qui, aussi fou que cela puisse paraître, oblige le gouvernement à serrer la vis encore plus fort. Les économistes de Reuters affirment que la Russie est dans un piège fiscal. La baisse des revenus pétroliers pousse l'État à augmenter les prélèvements sur les civils. Mais cela réduit les dépenses, diminue les recettes et crée une spirale vicieuse qui fait chuter le produit intérieur brut rapidement. Aujourd'hui, en 4e année de guerre, les Russes ordinaires sont en première ligne. Le budget 2026 renonce à la stabilité, misant sur de nouveaux impôts et de fortes coupes, sauf pour les armes. C'est un cycle d'autodestruction lent. Plus Moscou prend, moins il reste à prendre ensuite. C'est pourquoi la frustration se transforme discrètement en autre chose, l'économie grise. Des millions de Russes travaillent désormais au noir, comme tuteurs, bricoleurs ou petits revendeurs en ligne. Certains ont même créé des entreprises fantômes entières pour éviter complètement les impôts. L'État sait que cela se produit, mais il ferme les yeux. Sévir ne ferait qu'enterrer encore plus ce qui reste de l'économie. En conséquence, on estime que 15 à 20% du produit intérieur brut russe circule désormais par des canaux non officiels. Mais la véritable crise n'est pas seulement économique, elle est psychologique. Les gens ont cessé de croire que le système sera un jour équitable. Ils ont vu chaque impôt temporaire devenir permanent, chaque devoir patriotique se transformer en une nouvelle facture. Ils savent que la guerre et les impôts ne finiront pas de sitôt. Et lorsque la confiance dans l'État s'effondre, les gens commencent simplement à construire leur vie en dehors de celui-ci. C'est le vrai danger pour le Kremlin. Pas des foules en colère dans les rues, mais un retrait silencieux. Des millions de Russes apprennent à vivre sans leur gouvernement. Un petit boulot ou une astuce à la fois. Ensuite, aucun nouvel impôt ne comblera jamais le vide laissé. Et ce dépérissement n'est pas seulement économique, il est aussi culturel. Les gens reprennent un rythme familier, rappelant à tous les dernières années soviétiques. En apparence, tout le monde fait semblant. Ils perdent ce qu'ils doivent, répètent et éclatent les bons slogans, et font comme si le système fonctionnait encore. En privé, ils le méprisent ou l'ignorent. Le cynisme silencieux se propage plus vite que toute protestation. Quand on ne croit plus au sens des règles, la corruption devient un moyen de survie et tue toute initiative. Pourquoi créer une entreprise si elle sera fortement taxée ou saisie par des personnes mieux connectées, mentement ? Pourquoi inventer ou innover si le succès ne fait que vous mettre une cible dans le dos ? L'économie peut résister aux sanctions, à l'inflation ou à la guerre un moment, mais pas à une population à l'arrêt.
Croire que l'effort compte, c'est l'effondrement silencieux. Les chiffres ne le montrent pas. Avec des options limitées et des recettes fiscales insuffisantes, le Kremlin manque vite de solutions. Le fonds souverain s'épuise à un rythme alarmant. En 2024, près de 30 milliards de dollars ont servi à compenser les déficits pétroliers et couvrir les coûts militaires. Imprimer plus de roubles a fait gagner du temps, mais à un coût. Les prix ont grimpé, les économies ont disparu et la confiance dans la monnaie a chuté. L'avenir de la Russie s'est aussi effondré. Le désespoir du Kremlin l'a poussé à jouer avec des actifs qu'il avait juré de ne jamais toucher. Sous la glace arctique repose la dernière grande réserve pétrolière inexploitée de Russie, déjà cartographiée sur le plateau continental. Pendant des années, Moscou a mis en avant le développement de ses champs avec des brise-glaces et plateformes pétrolières russes, défiant les sanctions et prouvant l'ingéniosité du pays. En 2024, la réalité a rattrapé son retard. La seule entreprise capable de forer à moins 40 degrés, une co-entreprise avec une société norvégienne sous sanction, s'est retrouvée à l'arrêt, faute de pièces de rechange. Les plateformes ont gelé sur place, laissant Moscou face à un retard coûteux qu'elle ne pouvait pas ignorer. Pour résoudre le problème rapidement, le Kremlin a pris une mesure sans précédent. Des licences d'exploration ont été mises aux enchères auprès des géants d'État chinois, en échange de liquidités immédiates. Ce gain rapide a coûté cher. Pékin détient désormais une grande part de chaque baril futur et un droit de veto sur les routes d'exportation. Les entreprises russes ont conservé les contrats de forage, mais la répartition des bénéfices a largement penché vers l'Est. Ce qui devait être le joyau énergétique est devenu le distributeur automatique du Kremlin. Chaque baril vendu aujourd'hui prive la Russie de taxes futures. Les gains immédiats sacrifient le contrôle durable. Financer le présent au détriment de l'avenir revient à imposer des générations futures, non encore nées. Cependant, ces mesures n'ont pas comblé le déficit qui pèse sur la Russie. Alors, avec l'argent de l'Arctique qui s'épuise rapidement, Moscou s'est tourné vers d'anciens alliés pour en obtenir davantage. Ces dernières années, le groupe des Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est intervenu avec des prêts et des échanges qui semblaient en être une bouée de sauvetage, mais qui n'ont fait que resserrer l'étau. La nouvelle banque de développement de Shanghai a transféré 12 milliards de dollars pour les infrastructures, mais l'argent a directement servi à financer des lignes ferroviaires alimentant le front et des chaînes d'approvisionnement pour les obus. Il est arrivé en yuans et roupies, bloqué par des contrôles rendant les dépenses hors du bloc quasi impossibles. Encore une fois, cela signifie que la Russie tire la courte paille. Et comme si cela ne suffisait pas, la Russie a renoncé au veto sur les oléoducs, stipulant qu'en cas de prix du pétrole sous 70 $, la Chine détiendrait la majorité et le contrôle de la direction. Et vous savez déjà ce qui se passe quand on fait de telles promesses stupides. La demande mondiale vacille. L'Inde a renforcé ses liens économiques. La Russie achetant toujours du pétrole de l'Oural à prix réduit pour réduire sa dépendance au dollar américain. En mars, la Banque de réserve de l'Inde a validé un swap de 400 millions de dollars pour faciliter les règlements commerciaux en roupies-roubles, permettant aux banques d'ouvrir des comptes spéciaux en roupies. Cette mesure a contourné les systèmes financiers occidentaux et offert plus de flexibilité au commerce bilatéral. L'Inde a aussi accru ses investissements dans les entreprises d'engrais russes, avec plusieurs centaines de millions de financements. Ces accords étaient présentés comme une coopération agricole. Bien qu'ils aient soutenu les revenus d'exportation russes, aucun lien confirmé n'existe avec les dépenses militaires ou les subventions de munitions. Malgré l'apport financier, ces accords comportent des limites. Les roupies gagnées par la Russie via le commerce restent bloquées en Inde et ne servent qu'à acheter auprès de fournisseurs indiens. Cette contrainte offre à Delhi une influence indirecte sur l'utilisation des gains russes, sans droit de veto formel. Les lignes de swap et accords commerciaux fournissent une liquidité temporaire, tout en soumettant Moscou à des conditions étrangères, troquant flexibilité contre survie financière. Finalement, ces accords se concluent chaque semaine, non sur des années. Chaque prêt retire des roubles des foyers pour les champs de bataille. Pour tout ce que la Russie abandonne, elle ne reçoit essentiellement rien du tout en retour. Moscou a gagné de la liquidité immédiate, mais a perdu sa liberté à long terme, dépendant de comptes étrangers exigeant plus que les roubles. Un simple regard vers le passé et l'histoire nous montre clairement ce qui va suivre. Lorsque la pression économique augmente, elle devient toujours politique. Ceux qui financent une guerre qu'ils n'ont pas choisie peuvent finir par perdre patience. L'illusion de la stabilité s'estompe discrètement, un acte de défi à la fois. Voilà la vraie catastrophe, une économie qui paraît vivante car elle s'auto-alimente. C'est ce que nous constatons sur le terrain. La Russie épuise sa population pour poursuivre une guerre plus coûteuse que rentable. Cette pression est transférée aux masses
alors que les impôts augmentent, que des frais cachés apparaissent et que les factures de services publics grimpent. Peu importe ce que prend le gouvernement, ce n'est jamais assez. Tôt ou tard, les gens finiront par abandonner. Les impôts ne seront plus payés, les factures s'accumuleront et les petites entreprises fermeront. Le gouvernement pourrait prendre des mesures extrêmes, comme geler les comptes bancaires, saisir les avoirs et limiter les retraits. Les citoyens pourraient être obligés d'acheter des obligations d'État. Ces mesures fourniront des liquidités temporairement, mais aggraveront la crise à long terme. Toute tentative de stabiliser le budget peut déstabiliser la population. La nouvelle arme redoutable du Kremlin n'est pas un impôt, mais une monnaie. C'est le rouble numérique, la monnaie électronique de l'État russe. On la présente comme une innovation pour accélérer et sécuriser les paiements, mais en réalité, il s'agit simplement de contrôle. Chaque transaction peut être suivie, tracée et taxée automatiquement. Avec le rouble numérique, l'État pourra directement prélever l'argent sur votre compte sans demande préalable. Ce système permet aussi aux responsables de geler des fonds, restreindre les dépenses ou limiter les achats de certains groupes. L'objectif est une économie efficace, mais ici, efficacité rime avec obéissance. C'est un outil rêvé pour un gouvernement à court d'argent et de patience. Avec le rouble numérique généralisé, il sera presque impossible d'échapper à de nouvelles taxes ou frais. La frontière entre le patriotisme et la punition disparaîtra complètement. Bientôt, l'État n'enverra plus de factures fiscales. Il utilisera votre téléphone pendant votre sommeil. Certaines de ces actions se produisent déjà. Les banques d'État et les fonds de pension sont incités à acheter des obligations d'État, prêtant potentiellement à fonds perdus. C'est présenté comme un investissement. Mais c'est en fait une confiscation qui bloque l'épargne des citoyens, dans une guerre qu'ils n'ont pas choisi de financer. Mais les ondes de choc ne s'arrêteront pas en Russie. Le monde en ressent déjà les effets. Le pétrole russe à bas prix inonde l'Asie. Maintenant, artificiellement, les prix mondiaux bas, et masquant une instabilité qui éclatera si Moscou cesse les rabais. Un retrait brutal de la Russie limiterait l'offre et augmenterait les coûts de Mumbai à Berlin. La Chine dépend tant des exportations russes que sa sécurité énergétique est désormais liée au désespoir de Moscou. Pour l'Europe, le danger est inverse. Si les finances russes s'effondrent trop vite, sa production d'énergie pourrait chuter et bouleverser les marchés mondiaux. C'est le paradoxe. Plus la Russie décline lentement, plus le monde bénéficie d'énergie bon marché, mais plus le crash final sera brutal. La crise fiscale du Kremlin n'est pas seulement une histoire russe. C'est une mèche qui traverse toute l'économie mondiale. La crise fiscale russe dépasse les chiffres. C'est une question de survie. Chaque hausse ou taxe cachée fragilise le pays. Le gouvernement feint la stabilité, mais elle pèse sur des citoyens à court d'argent et de patience. Le vrai champ de bataille n'est plus en Ukraine, mais dans les cuisines, portefeuilles et comptes bancaires. En Russie, l'économie de guerre persiste, mais chaque jour rapproche le pays d'une rupture financière, sociale et politique. La vérité, c'est que la Russie ne s'effondrera pas du jour au lendemain, mais les signes avant-coureurs sont impossibles pantomoires à ignorer. L'inflation, la fuite des capitaux et la fuite des cerveaux s'accélèrent. Plus le gouvernement serre la vis, plus la société s'affaiblit. La guerre coûte toujours des milliards, payés par le peuple. Tôt ou tard, l'écart entre la propagande et la réalité deviendra trop grand pour être comblé. Si vous en avez assez de recevoir vos informations de médias détenus par des milliardaires, des lobbyistes et des porte-paroles du gouvernement, alors vous allez adorer Global Recaps. C'est notre newsletter gratuite, où nous expliquons ce qui se passe réellement dans le monde, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine aux actions mondiales de la Chine. Sans sponsor, sans publicité ni censure, aucun filtre d'entreprise, non. Les deux camps manipulent, mais nous vous donnons la géopolitique directe et sans filtre. Une analyse que les médias traditionnels craignent souvent d'aborder. Nous rédigeons nos analyses en toute indépendance, et nous vous rendons des comptes, pas à un conseil à New York ou Pékin. Si vous cherchez un endroit où la vérité compte encore, où les gros titres ne sont pas à vendre, et où les histoires du monde sont racontées telles qu'elles sont, alors rejoignez Global Recaps dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'aller sur globalrecaps.com et de vous inscrire. C'est gratuit, rapide, et c'est l'unique email que vous voudrez ouvrir chaque semaine.